Bonjour, bienvenue à cette 5e leçon sur l'utilisation du logiciel GAMS. Dans cette 5e session, nous allons tâcher d'améliorer nos aptitudes à programmer. En particulier, nous allons apprendre des nouvelles commandes. Nous allons définir différents types de variables. Nous allons introduire des contraintes sur les variables. Et nous allons faire des simulations. Comme nous l'avons vu au cours des leçons précédentes, la syntaxe pour définir des ensembles simples est telle que décrite ci-dessous, c'est-à-dire la commande set, le nom de l'ensemble, texte explicatif si désiré, barre oblique, le nom de chacun des éléments, séparé soit par un saut de ligne, soit par une virgule, et, si désiré, un texte explicatif. Je vous rappelle que les mots-clés set ou sets, au singulier ou au pluriel, sont équivalents. Ainsi, la commande ci-dessous est équivalente à celle qui suit. Vous voyez que la seule différence entre les deux est l'utilisation du pluriel ou du singulier. Les ensembles peuvent être définis d'un seul coup ou peuvent être définis de façon séparée par différentes commandes set. Ainsi, la commande ci-dessous est équivalente à celle-ci. Vous noterez que dans le premier cas, j'ai un seul mot-clé set qui se termine par mon point-virgule, alors que dans le deuxième cas, j'ai deux fois la commande set, chacun se terminant par un point-virgule. Les deux façons de procéder sont équivalentes. Lorsqu'un ensemble inclut une séquence d'éléments, l'astérisque peut être utilisé pour simplifier l'écriture. Par exemple, si j'avais un ensemble qui contient, l'ensemble T ici, qui contient les années 2000 à 2005, ou l'ensemble X qui contient les éléments X1, X2 et X3, l'écriture ci-dessous est équivalente. Alors, vous notez que j'ai écrit le premier élément de l'ensemble T, astérix, dernier élément de l'ensemble T. Il en va de même, même s'il y a un caractère, ici, une lettre de l'alphabet, tant et aussi longtemps qu'il y a un chiffre qui suit une séquence. Il peut être intéressant de créer des sous-ensembles d'un ensemble. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse ici, l'ensemble I contient les éléments A, B, C, et l'ensemble K, qui est un sous-ensemble de I, ne contient que les éléments A et B. Notez que l'ensemble plus grand, duquel est tiré le sous-ensemble, doit figurer avant la définition du sous-ensemble. L'ordre est important. Le sous-ensemble qui est formé à partir de l'ensemble figure ensuite et l'ensemble duquel est tiré le sous-ensemble apparaît entre parenthèses. K est donc un sous-ensemble de l'ensemble I défini précédemment. Il est possible de créer l'ensemble complémentaire. Dans notre cas, donc, l'ensemble complémentaire ne contiendrait que l'ensemble C. De la façon suivante. Alors, je définis l'ensemble I, je définis l'ensemble K. Je définis ensuite l'ensemble sous-ensemble CK, qui est le complémentaire de K, sans attacher d'éléments. Je définirai ensuite par une déclaration ce que doit contenir l'ensemble K et ce que doit contenir l'ensemble CK, sous-ensemble de I, consiste en tous les éléments qui ne font pas partie de l'ensemble K. Le mot « note » ici est un mot clé pour GAMS. La création de sous-ensembles est utile dans différents cas. Entre autres, est très utile pour distinguer différents comportements ou valeurs accordées aux différents éléments.
Prenons ici un exemple. Nous avons l'ensemble I qui contient tous les biens. Je définis un ensemble des biens agricoles qui ne contient que le blé, le riz et le maïs. Je définis l'ensemble complémentaire, comme nous l'avons vu à la diapositive précédente, c'est-à-dire que le sous-ensemble N-Agri contient tous les produits qui ne sont pas agricoles. Supposons maintenant qu'on désire appliquer une taxe de 15% qui s'applique à tous les produits qui sont non agricoles. On définirait donc le paramètre Tx, le taux de taxe, qui est défini sur l'ensemble plus grand I. On dirait Tx pour agri, donc pour les biens agricoles, est nul. Il n'y a pas de taxe sur les biens agricoles. Mais le taux de taxe sur les produits non agricoles est de 15%. Alias est une commande qui introduit un nom alternatif pour un ensemble. Alors, supposons que j'ai l'ensemble I qui contient les éléments ABC, J qui contient les éléments DE. L'alias qui suit, la commande qui suit, nous dit que l'ensemble IJ qui est créé ici inclut exactement les mêmes éléments que l'ensemble I et que les deux noms d'ensemble peuvent être utilisés indifféremment l'un de l'autre. Ici, j'ai défini 3 noms possibles pour le même ensemble, l'ensemble J. La commande alias JKM nous dit simplement que les ensembles K et M contiennent exactement les mêmes éléments que l'ensemble J, c'est-à-dire D et E, et que les 3 noms peuvent être utilisés de façon équivalente. Avoir plusieurs noms pour un même ensemble peut être pratique lorsque nous avons des paramètres qui ont plusieurs dimensions, comme par exemple des tableaux entrée-sortie. Alors, je définis comme plutôt l'ensemble I comme étant mes 3 secteurs, agricole, industriel et services. Je définis un second nom pour ce même ensemble, donc l'ensemble IJ a exactement les mêmes éléments que l'ensemble I. Et ensuite, si je veux construire mon tableau entrée-sortie, je pourrais tout simplement répéter en ligne et en colonne exactement les mêmes noms d'éléments. Et les titres des lignes et des colonnes figurent ici comme étant l'ensemble I et l'ensemble IJ. Une autre commande qui peut être très importante dans la création d'ensemble est de faire le lien, d'associer des éléments de différents ensembles entre eux. Par exemple, on pourrait faire une association d'un élément vers un élément. Supposons que nous avons l'ensemble A qui contient des villes, Paris, Londres et Rome. Supposons que l'ensemble B, lui, contient des pays, la France, l'Angleterre et l'Italie. Je peux faire une association, donc l'ensemble C est une combinaison de l'ensemble A et de l'ensemble B. Donc, entre parenthèses, je fais le lien entre mes deux ensembles et j'associe chacune des villes au pays correspondant. Alors, vous noterez que la façon de procéder est, tout d'abord, puisque le premier élément de l'ensemble C, le premier ensemble qui est associé est A, le premier élément qui devrait figurer ici sont les éléments de l'ensemble A. Le second devrait contenir les éléments de l'ensemble B, puisque c'est lui qui figure en deuxième. Le point entre les deux éléments fait le lien entre la ville et le pays. Si dans mon fichier GAMS, je demandais de faire afficher, donc j'utilise la commande display, je faisais afficher l'ensemble C, nous obtiendrions le texte qui suit. Et donc, on aurait un tableau avec en ligne les éléments de l'ensemble A, en colonne les éléments de l'ensemble B,
et une diagonale puisqu'il n'y a qu'une seule ville qui est associée à chacun des pays. En d'autres mots, la combinaison Londres-France n'existe pas, pas plus que Rome-France, ni Paris-Angleterre, ni Paris-Italie, et ainsi de suite. Seule la diagonale est possible. Il est possible de faire une association entre un élément d'un ensemble et plusieurs d'un autre ensemble. Prenons un exemple. Vous voyez ici, nous avons toujours notre même ensemble A, mais dans lequel j'ai rajouté une ville, Nice. Alors, si je veux créer un ensemble D, qui est une combinaison, une association des éléments de A et de B, nous savons que Paris et Nice sont situés en France. La façon de procéder est donc, encore une fois, puisque A figure en premier, je dois commencer par énumérer un élément de l'ensemble A, Paris et Nice. Et puisqu'il y a deux éléments, je les place entre parenthèses, je les sépare par une virgule, point, la correspondance avec l'élément de l'ensemble B. Pour les autres, on a toujours une correspondance 1 pour 1. Si je faisais un display, donc un affichage de l'ensemble D dans mon fichier LST, voilà ce qui apparaîtrait. En titre de ligne, le nom des villes, donc les éléments de l'ensemble A. En titre de colonne, les éléments de l'ensemble B. Et le mapping entre les deux. Alors, on voit bien ici que Paris et Nice sont tous les deux associés à l'élément France de l'ensemble B, alors que les autres ont une correspondance unique. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire faire correspondre un élément d'un ensemble à plusieurs éléments de l'autre. On reprend notre exemple. Alors, vous noterez que les ensembles A et B sont les mêmes. Maintenant, mon ensemble E n'est plus une combinaison de A et B, mais de B vers A. Les premiers éléments sont donc les éléments de l'ensemble B, point, la correspondance avec les éléments de l'ensemble A qui figurent maintenant en deuxième dans mon association entre ensembles. Si je faisais afficher l'ensemble E dans mon fichier de sortie à l'aide de la commande display, voici ce qui apparaîtrait. Les éléments de l'ensemble A figureraient maintenant en titre de colonne puisqu'ils sont les deuxièmes à apparaître dans l'association, dans la correspondance de l'ensemble E. Et puisque B apparaît en premier, eh bien les titres des lignes seraient tout simplement les éléments de l'ensemble B. Notre association demeure 2 pour 1 dans le cas de la France, donc on a bel et bien les villes Paris et Nice, et 1 pour 1 dans les deux autres cas. Chaque élément d'un ensemble a une position relative dans cet ensemble. L'opérateur ORD, ORD, nous donne cette position spécifique. Prenons un exemple. Alors, définissons I comme étant l'ensemble contenant les éléments A, B et C. Je définis ensuite un paramètre que je nomme X, qui est défini sur l'ensemble I. Et à la troisième ligne, je dis le paramètre I est égal à la position de chacun des éléments de I. En faisant afficher dans mon fichier de sortie la valeur de X, j'aurai donc une valeur de 1 pour A, puisque A est le premier élément de l'ensemble I. X pour B serait égal à 2, puisque ordre de B, c'est-à-dire la position de B dans l'ensemble I, est à la deuxième position. Et finalement, ordre de C est égal à 3, plus que C apparaît à la troisième position de l'ensemble I. Un autre opérateur qui peut être intéressant concernant les ensembles est l'opérateur CARD, C-A-R-D, qui nous donne le cardinal de l'ensemble, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui sont contenus dans un ensemble.
Je reprends mon exemple. J'ai toujours l'ensemble I qui contient les éléments A, B et C. Je définis le paramètre Y et je définis Y comme étant le cardinal de l'ensemble I. La valeur de Y devrait être 3 puisqu'il y a 3 éléments dans l'ensemble I. Je vous rappelle la syntaxe de base pour des variables dites libres. Alors, le mot-clé est variable. On indique ensuite le nom de chacune des variables. Entre parenthèses, le domaine sur lequel cette variable est définie s'il y a lieu. Et un texte explicatif si on le désire. Une fois toutes mes variables énoncées, je mets un point-virgule pour compléter la commande. Il existe différents types de variables et chacun des types de variables peut être est introduite dans un code GAMS en suivant différents mots-clés. Alors, pour les variables libres, la commande est variable ou on peut aussi écrire free variable. Une variable libre n'a pas de borne. On pourrait définir une variable positive, donc des variables qui ne peuvent être négatives, en utilisant le mot-clé positive variable. Et de la même façon, on pourrait définir des variables qui ne peuvent être que négatives en utilisant le mot-clé negative variables. Il est possible de définir des variables qui sont binaires, donc qui ne prennent que les valeurs 0 ou 1, en utilisant le mot-clé binary variable, ou des variables qui ne peuvent être que des entiers. Dans un tel cas, on utiliserait la commande integer variable. Les 3 premiers types de variables sont des variables continues, alors que les 2 dernières sont des variables discrètes. Par défaut, chaque type de variable a ses propres bornes et l'utilisateur peut changer les bornes de ces variables, sauf dans le cas des variables binaires qui ne peuvent évidemment qu'être égales à 1 ou à 0. Alors, dans le cas d'une variable libre, par défaut, la borne inférieure est de moins l'infini et la borne supérieure de plus l'infini. Par défaut, une variable positive a comme borne inférieure 0 et comme borne supérieure plus l'infini. Une variable négative a comme borne supérieure 0 et comme borne inférieure moins l'infini. La variable binaire peut prendre la valeur 0 ou 1, donc la borne inférieure est de 0, la borne supérieure est égale à 1. Je vous rappelle que c'est le seul type de variable pour lequel nous ne pouvons changer ces bornes. Et par défaut, une variable qui ne peut prendre que des valeurs entières aura comme borne minimale 0 et comme borne maximale 100. Il est possible de changer ces différentes bornes. Les variables positives et négatives pourraient très bien être définies comme étant des variables libres, puis par la suite, on pourrait ajouter des bornes inférieures ou supérieures dépendamment du cas. En d'autres mots, je pourrais définir les variables 1, 2 et 3 de cette façon, comme étant des variables libres, puis ajouter une borne minimale à la variable 2 pour préciser qu'elle ne peut être que positive, et ajouter une borne supérieure à la variable 3 de 0 pour indiquer que celle-ci est négative. On pourrait, de la même façon, ce qui est tout à fait équivalent, les définir de cette façon en utilisant les mots-clés positive variable et negative variable. C'est tout à fait l'équivalent. En pratique, il pourrait être préférable de déclarer toutes les variables positives et négatives comme étant des variables libres, puis d'ajouter des bornes lorsque nécessaire. Les variables binary et integer, donc ce sont les mots-clés, les variables binaires et les entiers, sont des variables discrètes. La variable binaire ne peut prendre que les valeurs 0 et 1.
Et les variables définies sous integer sont par défaut positives et plus petites que 100. Toutefois, comme je vous le disais précédemment, il est possible de mettre des bornes différentes pour les entiers. Une variable peut être définie comme étant exogène de différentes façons. Elle peut être définie comme étant un paramètre. Donc, par exemple, si je voulais dire que la variable x est exogène, je pourrais la définir comme paramètre, puis lui assigner la valeur ici dans mon exemple de 10. Ou je pourrais la fixer. Alors, je définis x comme étant une variable avec le mot-clé variable et je lui fixe la valeur 10. Le suffixe .fx signifie que la borne inférieure et la borne supérieure de ma variable x sont égales toutes les deux à 10. Le suffixe fx contrôle en même temps les bornes inférieures et supérieures. En d'autres mots, cette écriture est totalement équivalente à celle-ci. En général, les économistes distinguent les paramètres des variables exogènes. Il s'agit ici d'une question de sémantique. On a tendance à appeler variables exogènes des variables qui ne sont pas expliquées dans le modèle par opposition aux variables endogènes qui sont elles-mêmes expliquées par des équations dans le modèle. Souvent, il s'agit de variables de décision. Les paramètres, par contre, réfèrent souvent à des caractéristiques de comportement. Gams n'étant pas économiste, il traite de façon équivalente les paramètres et les variables fixes de la même façon. En d'autres mots, Gams ne changera ni la valeur de paramètres ni la valeur des variables fixes lorsqu'il procédera à la résolution du modèle. Un autre attribut important pour une variable est son niveau dénoté par .L. La valeur de ce niveau n'est pas fixe et elle change après la résolution du modèle. L'utilisateur peut définir une valeur de départ avant la résolution du modèle. Sinon, par défaut, le solveur utilisera une valeur de 0. De la même façon, on peut imposer des contraintes à des variables, soit par l'utilisation de bornes, mais aussi par l'utilisation d'équations. Supposons que je veux dire que la variable x doit être plus petite ou égale à 15. Alors, je pourrais définir variable x et lui mettre une borne supérieure égale à 15 à l'aide du suffixe .op. Ou bien, je pourrais définir la variable x, définir une équation ici que j'ai appelée contrainte et définir la relation comme étant x doit être plus petit ou égal à 15. Les deux façons de faire sont équivalentes. De la même façon, si je veux dire que y est plus grand ou égal à 0, je pourrais dire variable y, donc je définis ma variable, et je lui assigne une borne inférieure égale à 0. Ce qui est l'équivalent de définir ma variable, mais d'ajouter une équation, ici que j'ai appelée contrainte, dans laquelle je spécifie que y doit être plus grand ou égal à 0. Finalement, si je veux préciser que la variable z est égale à 100, je peux soit la définir comme un paramètre et la fixer et lui assigner la valeur de 100, je peux la définir comme une variable et la fixer à l'aide du suffixe .fx à 100, ou finalement via une équation qui spécifierait simplement que z doit être égal à 100. Les trois façons de procéder sont équivalentes. Toutefois, lorsqu'une contrainte implique plus d'une variable, la seule façon de procéder est par l'écriture d'une équation. Par exemple, si j'ai deux variables z et x
et que je veux préciser que la variable z doit être plus petite ou égale à x, la seule façon de procéder est par l'écriture d'une équation. Afin de vous montrer les applications possibles de ce que nous avons vu au cours de cette leçon, mais aussi au cours des leçons précédentes, je vais vous présenter un problème d'optimisation qui a été développé par David Laborde. Alors, l'exemple est le suivant. Supposons que nous avons un consommateur de McDo qui souhaite minimiser ses dépenses tout en satisfaisant ses besoins de base, c'est-à-dire qu'il doit consommer un minimum de 2500 calories et de 65 grammes de protéines. Il doit par ailleurs, alors on ajoute une contrainte, il doit par ailleurs choisir un item de chacune des catégories, c'est-à-dire qu'il doit manger au moins un plat principal, au moins un breuvage, au moins un accompagnement et au moins un dessert. Quels sont les items qu'il devrait choisir du menu? Alors, je vous présente le menu de notre restaurant. Alors, nous avons en colonne chacun des éléments du menu de chez McDonald's, suivi du prix de chacun des items, le nombre de calories, la quantité de protéines exprimée en grammes et la quantité de matière grasse exprimée en grammes. Alors, vous voyez ici que j'ai divisé les items de mon menu par grandes catégories, c'est-à-dire plat principal, accompagnement, dessert et breuvage. Mathématiquement, notre objectif est de minimiser les coûts totaux. Ma variable s'appelle cost dans ce cas-ci. Et le coût sera tout simplement égal à la quantité de chacun des produits que je consomme multiplié par son prix. La variable Q représente la quantité, P représente le prix et l'indice product représente l'ensemble des items qui sont sur le menu. Alors, vous rappelez-vous, nous avions dit que on veut minimiser le coût, mais tout en satisfaisant nos besoins quotidiens en calories et en quantité de protéines. Alors, notre intrant minimum pour chacun des nutriments, donc que ce soit en calories, en protéines ou en matière grasse, est défini par min intake, c'est la quantité minimale que je dois absorber de chacun de ces éléments. Intake étant ce que m'apporteront la consommation de chacun des produits. Et nutri étant l'ensemble donc des contraintes que j'ai mis, c'est-à-dire le nombre de calories, réfère aux calories, aux protéines ou aux matières grasses. Nutri est donc un ensemble. Maintenant, si je veux calculer le nombre de calories que j'ai ingurgitées dans mon repas ou la quantité de protéines ou la quantité de matière grasse, je multiplierai tout simplement la quantité de chacun des produits par ce que contient ce produit dans les différents éléments nutritifs qui m'intéressent. Alors, vous vous rappelez, nous avions fait le tour à la séance 2 des différentes étapes de construction d'un code GAMS. Alors, nous allons les reprendre un à la fois ensemble pour construire le modèle d'optimisation. La première étape consiste à définir les ensembles. Nous avons deux ensembles. L'ensemble des produits, c'est-à-dire tous les items qu'il y avait sur le menu. Alors, vous voyez ici que je les ai tous définis. Et l'ensemble des éléments nutritifs qui contient calories, protéines et matières grasses. Puisque nous souhaitons regrouper chacun des items par catégorie, alors nous avons les plats principaux ici, les accompagnements, les desserts et les breuvages.
je vais définir des sous-ensembles de l'ensemble product pour chacun de ces éléments. Vous voyez donc, j'ai défini l'ensemble main, qui est un sous-ensemble de l'ensemble product et qui contient les différents mets qui sont contenus dans cette catégorie. J'ai défini un sous-ensemble sides, qui est un sous-ensemble, encore une fois, de l'ensemble product et qui contient tous les accompagnements. Même chose pour dessert, même chose pour breuvage. Maintenant, définissons les paramètres. Le prix de chaque item est donné et il en va de même pour son contenu dans les différents éléments nutritifs. De plus, l'apport minimum quotidien en calories et en protéines nous est donné. Tel que discuté, ils peuvent être traités aussi bien comme des paramètres ou comme des variables fixes. Question de vous démontrer les deux possibilités. Je traiterai les prix, donc la variable, le paramètre P et le contenu, comme des paramètres et l'apport minimum comme une variable fixe. Tout simplement pour vous montrer comment les deux peuvent être traités. Comme on l'a vu précédemment dans la présentation, on peut tout aussi bien les traiter tous les trois comme des paramètres. Alors, notre paramètre P, donc qui est le prix des différents produits, a une seule dimension. Je le définis comme suit, donc à l'aide de la commande parameter, où d'un seul coup, je définis et le nom de la variable en lui ajoutant un commentaire, et je lui assigne une valeur pour chacun des plats qui est proposé dans mon menu. Par contre, le contenu en différents nutriments, en différents éléments nutritifs, a deux dimensions. Je définirai donc les valeurs dans un tableau de deux dimensions, ce qui m'apparaît la chose la plus aisée. Notez que le premier élément de mon tableau est le produit. Le nom de mes lignes devrait donc refléter les éléments de l'ensemble product. Le deuxième élément sont les éléments nutritifs. Les titres ici doivent donc correspondre aux éléments de l'ensemble nutri. Quelles sont les variables de mon modèle? Eh bien, nous avons la variable intake, qui est donc l'apport en éléments nutritifs. La variable de l'apport minimal, qui est une variable exogène. Donc, vous voyez que j'ai, à l'aide du suffixe .fx, fixé les quantités qui doivent être, les quantités minimales, pour ce qui est de l'apport en calories et l'apport minimal en protéines par jour. Nous avons ensuite la variable coût, c'est-à-dire combien coûtera mon repas. Et j'ai défini une variable entière Q, c'est-à-dire qu'il m'est impossible de n'acheter qu'une fraction de Big Mac, soit j'en achète un, soit j'en achète pas, ou je peux en acheter deux ou trois, mais il est impossible d'acheter une fraction. En d'autres mots, la variable Q ne peut avoir qu'une valeur entière. Je la définis donc comme étant une variable integer à l'aide du mot-clé integer variable. Les équations de mon modèle sont les suivantes. Alors, j'ai mon équation qui me calcule l'apport de mon repas dans les différents éléments nutritifs et qui est donnée donc par le produit, la multiplication de la quantité du produit que je consomme multiplié par ce que contient cet élément, ce produit en éléments nutritifs. La somme sur chacun des produits me donnera l'apport total
en protéines, en gras et en calories. Ma deuxième équation, c'est le coût de mon repas. Le coût de mon repas est tout simplement donné par la somme des dépenses en chaque produit. Et chaque produit est représenté par une quantité Q et par son prix P. La multiplication des deux me donne le coût de chaque élément. Et donc, la somme de tous les produits me donne le coût total de mes achats. Et finalement, j'ai ma contrainte sur l'apport minimal de certains éléments nutritifs qui est donnée par l'équation qui suit et qui dit tout simplement que mon apport nutritif doit être plus grand ou égal à mon apport minimal pour chacun des nutriments. Vous vous rappelez que nous avons ajouté aussi des contraintes concernant la composition de mon menu. J'ai dit, je dois consommer au moins un élément de chaque catégorie. Je dois donc, la première contrainte est, je dois acheter au minimum un élément de la catégorie plats principaux. La somme du nombre d'éléments provenant de la catégorie plat principal doit donc être plus grande ou égale à 1. Même chose pour les accompagnements. Ma contrainte dit, je dois consommer au moins un accompagnement. Et finalement, nous avons fait la même chose pour les breuvages et pour les desserts. J'attire votre attention sur le fait que j'ai utilisé dans chacune des équations des types de parenthèses différentes, tout simplement pour vous illustrer qu'on peut utiliser, je vous le rappelle, donc des parenthèses rondes, carrées ou des accolades sans problème, tant et aussi longtemps que lorsqu'on ouvre une parenthèse d'un certain type, elle soit refermée par une parenthèse du même type. Bien, on achève. Maintenant, nous allons déclarer le modèle. Alors, nous avons appelé le modèle Nutri1. Vous pouvez bien l'appeler comme vous le souhaitez. Le nom que je lui ai donné, moi, c'est Nutri1. Le mot-clé est en modèle. J'ai donné une petite définition, donc un petit commentaire qui suit. Leçon 5 example est tout simplement un commentaire qui n'est pas nécessaire, mais qui peut nous permettre de nous y retrouver par la suite. Et le modèle contient l'ensemble des équations. C'est-à-dire que le modèle, quand on le fera tourner, devra respecter l'ensemble des contraintes que nous avons énumérées précédemment. La commande se termine par un point-virgule. Maintenant, nous devons résoudre le modèle. Nous savons que, parce que c'est comme ça que nous avons défini notre modèle d'optimisation, nous avons dit l'objectif est de minimiser le coût. Donc, le mot-clé « minimizing » doit apparaître. Et qu'est-ce qu'on souhaite minimiser? C'est la variable coût. Maintenant, je vous rappelle que nous devons définir de quel type de problème il s'agit. Et je vous rappelle aussi que dans le guide d'utilisateur de Rosenthal, l'ensemble des différents types de problèmes figurent avec le nom qui est associé. Dans notre cas, puisque nous avons une variable discrète, la variable Q, le type de programme est MIP. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre modèle, vous faites tourner GAMS en appuyant sur la flèche rouge ou en appuyant sur F9 sur votre clavier. Avant de regarder les résultats, vérifiez tout d'abord le Solve Summary dans le fichier LST. Le statut du solveur devrait afficher Normal Completion, c'est-à-dire qu'il a réussi à résoudre le modèle. Et pour le modèle, le statut du modèle, on devrait avoir Integer Solution.
Si jamais vous rencontrez des erreurs lors de l'écriture de votre modèle, je vous invite à chercher à les corriger par vous-même. Si nécessaire, révisez la leçon 4 dans laquelle je vous explique comment trouver et corriger vos différentes erreurs. Si votre modèle tourne parfaitement sans erreur, je vous invite à aller voir la solution. Alors, on peut voir, donc, j'ai tout simplement cliqué dans l'onglet de gauche sur la solution des variables. Donc, le signet s'appelle Solvar, ici. Et j'ai double-cliqué sur Intake pour voir quel était l'apport dans les différents éléments nutritifs que j'ai consommés. Alors, on voit que j'ai consommé 2530 calories. Le menu proposé contient 2530 calories, 76 grammes de protéines et 93 grammes de matière grasse. Je regarde la variable coût. Alors, le prix total de mon repas est de 12,60 $. Et voici les quantités de chacun des éléments. J'achèterai donc 5 hamburgers, une grande frite comme accompagnement, un McFlurry comme dessert et un Coke comme breuvage. C'est la combinaison qui me permet de minimiser mes coûts tout en respectant mes besoins minimums dans les différents éléments nutritifs. En d'autres mots, les quantités qui minimisent les coûts sont ceux qu'on vient d'énumérer et qui sont écrits ici. Évidemment, la solution de la résolution de mon modèle est en partie dictée par le prix des différents items sur le menu. Supposons maintenant que le prix des hamburgers augmentait de 20 %. Est-ce que la combinaison de mon repas changerait? C'est-à-dire que si je cherche à minimiser mes coûts tout en maintenant mes apports minimums en protéines et en calories, est-ce que le fait que le prix du hamburger augmente changerait la composition de mon menu? Alors, je vous explique comment faire une simulation. À la fin de votre programme, alors vous voyez ici, ce sont mes lignes de résolution. J'ai tout simplement accru le prix du hamburger de 20 %. Pour ce faire, j'écris le nom de mon paramètre, P. Le prix n'augmente pas pour tous les produits, seulement pour hamburger. Je choisis donc l'élément hamburger, que je mets entre guillemets, et que je multiplie par 1,2. Donc, j'augmente le prix de 20 %. Je fais ensuite résoudre une seconde fois le modèle. On remarque que puisque le modèle a été résolu 2 fois, les différentes parties du code GAMS se répètent également 2 fois. La première résolution ici, avant le choc donc, et après le choc. Pour voir les impacts d'un accroissement du prix des hamburgers sur la composition de mon menu, je vais à la toute fin de mon code GAMS et je regarde quelles sont les nouvelles quantités qui sont consommées. Alors, je constate tout d'abord que le coût total de mon repas a augmenté. Maintenant, ça me coûte 13 $, ça me coûtait 12,60 $ précédemment. Et que la combinaison a également changé. Je vais manger maintenant 3 cheeseburgers, une grande frite, un McFlurry, un lait et 2 Coke. Quel repas équilibré, vous me direz? Alors, encore une fois, il faut user de son jugement ici. Puisque le prix des hamburgers a augmenté, on s'attend naturellement à ce que le coût total de mon repas augmente. Méfiez-vous si vous voyez l'inverse. Il y a probablement une petite erreur à quelque part. Comme je vous le disais, la composition du menu a également changé.
Votre devoir pour cette leçon, eh bien, comme pour les autres leçons, c'est tout simplement d'écrire le code GAMS qui vous a été présenté ici. N'hésitez pas à l'écrire d'une façon qui est peut-être différente de celle qui est présentée. Ça vous permettra de faire différentes tentatives et d'autres essais pour voir comment on peut programmer un même modèle de différentes façons. Vérifiez que votre modèle tourne bien, corrigez les erreurs si c'est le cas, et assurez-vous que les résultats obtenus sont les mêmes que ceux présentés à la fin de la leçon. Finalement, vous pouvez essayer différentes simulations, comme bon vous semble, et comparer les résultats de simulation avec les résultats sans simulation. Bon travail!